Je suis Franck Prime, je suis le directeur de OnePlace, le créateur d'une petite centaine de salons, 116 exactement. Le créateur de salons que vous connaissez, je pense, comme e-commerce Paris, e-marketing Paris, e-commerce Monaco et une centaine d'autres organisations que j'ai revendues il y a quelques années au groupe Comexposium, co-vendu avec un partenaire qui n'est plus dans le monde des salons maintenant. Comexposium qui est mon associé direct et qui est le fondateur avec moi et 3 autres associés qui sont parmi vous de OnePlace. Après avoir réuni à peu près 2 millions de professionnels sur 10 ans, j'en ai eu un petit peu ras-le-bol et fait le tour. Donc j'ai voulu vous réunir tous avec Nicolas pour toucher le plus haut du marché et le segment le plus intéressant du monde de l'événementiel. Voilà. Donc la rencontre avec Nicolas n'est pas fortuite, elle est complètement liée à la volonté réellement de structurer un one-to-one dans le monde des congrès et non plus des salons génériques. Voilà. On a structuré, de par cette organisation, on a structuré un petit millier de rendez-vous, ce qui est quand même pas mal, sur une seule journée. Donc c'est très condensé. Vous allez pouvoir, pour certains, avoir quelques rendez-vous. On a limité au maximum, sachant que ceux qui ont 3-4 rendez-vous ont été demandés minimum une trentaine de fois. Donc on a vraiment limité au maximum pour vous éviter à chacun de perdre du temps et de profiter au maximum de ces networking et de cette journée. Donc on va commencer par cette keynote que Nicolas va animer et va dispatcher selon toutes les keynotes qui vont venir. Ensuite, nous allons avoir un petit cocktail qui se trouve au-dessus. Donc je pense que vous avez repéré l'endroit. Nous continuerons par les différentes keynotes sur le social marketing, etc. Et nous terminerons ce soir avec un cocktail de soirée, une petite surprise dont on attend la réponse encore. On a eu un petit problème avec Fleur Pellerin qui nous a prévenu la veille. Donc je pense que Nicolas va vous en parler. Sinon, logiquement, sur les 600 personnes inscrites, la totalité ont confirmé, excepté donc une personne. Voilà. Je vous souhaite une bonne organisation, un bon congrès, et ça me fait très plaisir de vous voir tous ici. Voilà, bonne journée. Bon, je vais être super original. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci énormément d'être là. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous avoir tous et toutes, ou toutes et tous. Sachant que, pour la petite histoire d'ailleurs, c'est rigolo de le dire, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui et on est très heureux de dire que le digital est très très bien représenté par les femmes aujourd'hui. Et la keynote qui va suivre va vous le montrer encore plus. Que vous dire d'autre que, effectivement, on a voulu avec Franck créer quelque chose d'un peu original, sans réinventer forcément le fil à couper le beurre ou la roue. C'est pas le but de la journée. L'idée, c'est qu'effectivement, on est tous à peu près dans le même mood, on va dire, ou dans le même esprit, qui est cet esprit digital. Et on va essayer d'en parler toute la journée, parce que je pense qu'au-delà d'une technologie, au-delà de ce que peut dire la presse là-dessus, c'est plus un esprit, une conviction, une vision de ce que va être demain, de ce qui est déjà aujourd'hui, et de ce qu'on peut transformer tous ensemble en se donnant la main et en pensant tous, non pas pareil, mais tous différemment, et de très belles choses, puisqu'on va les entendre toute la journée. Les marques, les grandes entreprises ont toutes de très très belles choses à nous annoncer et à nous raconter sur leurs vécus digitaux. Et ce qu'on va essayer de raconter aujourd'hui, c'est comment en fait vous toutes ou tous vous négociez dans vos entreprises respectives et dans vos vies personnelles aussi, puisque c'est presque indissociable. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le virage digital, hein, s'il fallait le négocier. Voilà, donc on est en train tous, comme dit Michel Serres, de muter ou de transmuter, je ne sais pas comment on dit ça. On se transforme en tout cas, et c'est très agréable. Et ce qui est toujours très agréable, et ce qu'on vivra certainement au cours de cette journée, c'est qu'à l'instant même où je suis en train de parler, les choses changent certainement dans le monde. On avait une invitée de marque qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui pour une raison interplanétaire, qui s'appelle Fleur Pellerin. On l'excuse avec la plus grande des joies, parce qu'en fait, elle nous représente, elle représente la France au CES de Las Vegas, qui est sûrement un des plus beaux salons interplanétaires
planétaire de l'innovation et de la technologie. Donc c'est très lié à ce qu'on va dire aujourd'hui aussi dans tout ce qui est digital. Donc Fleur, si tu nous entends, eh ben, on te souhaite plein de bonnes choses. Et puis on félicitera des gens par exemple comme Parrot qui devaient être là aujourd'hui et qui sont en train de faire de très belles choses à Las Vegas. Voilà, donc en attendant, on va avoir quelques messages de gens qui n'ont malheureusement pas vu venir, mais qui ont eu la gentillesse de nous laisser quelques petits mots et de vous laisser quelques petits mots. Donc voilà, les absents n'ayant pas toujours tort. Donc je vais appeler sur scène les participants, les intervenants à la première keynote. Donc j'appelle notre animatrice de choix et de charme, Catherine Barba, de Catherine Barba Group. Par la suite, j'appelle donc Françoise Gris, qui est notre marraine. J'appelle également Marie-Laure Sotti-Chalon, présidente de féminin.com. Et Françoise Gris, bien sûr, j'ai oublié de dire que vous êtes directrice générale du groupe Pierre et Vacances Center Parks. J'appelle Françoise Mercadal de la Salle, qui est la directrice des ressources et de l'innovation du groupe Société Générale. Bon, et puis on va faire venir deux garçons. Je vais faire venir Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister. Et monsieur Patrick d'Alsace, cofondateur du site lafourchette.com. Et non, je ne vous ai pas oublié, cher parrain, chère marraine. Je vais vous laisser dire un petit mot de bonjour à tout le monde. Et pardon, j'oublie Alisa Jabès, pardon. Donc, et Alisa Jabès, bien sûr, présidente du groupe Nux, excusez-nous. Mille fois pardon. Et donc, je vais laisser la parole un tout petit peu à Patrick, et surtout à Françoise et à Patrick, pour dire un petit mot de bonjour. Et puis après, vous enchaînerez directement avec Catherine, qui saura animer cette merveilleuse keynote. Catherine, je te laisse la parole. D'abord, Françoise. C'est très compliqué. Hein. Bonjour à tous. Et effectivement, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que, et je suis d'ailleurs très admirative par deux choses. D'abord, la salle qui est pleine, et ça c'est une bonne surprise et c'est de bon augure. Et puis ce panel qui est assez inusuel. Moi, je crois, ça doit faire 10 ans ou 15 ans que je n'ai pas eu un panel où je n'étais pas en minorité. Donc je trouve que c'est un deuxième signe de vitalité pour les débats que je souhaite plein de qualité. Le digital, c'est pas seulement une façon de communiquer, c'est une façon de faire du business différemment. Et j'espère que nous aurons des débats riches et des discussions sur la façon de faire arriver tout ça dans la journée. En tous les cas, c'est ce que je nous souhaite, en même temps que je vous souhaite une excellente
année 2014, avec plein de succès pour vos projets d'entreprise, bien sûr. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier Nicolas d'avoir organisé cette keynote. Alors, quand il est venu me voir pour me parler de ce projet et du thème, comment négocier son virage digital, bon, j'ai un peu transpiré. Et je voudrais juste rajouter une question à la complexité de la première. C'était plutôt qui va m'aider à négocier ce virage digital. Voilà, on n'est pas forcément tous au même niveau. On sait que le digital pénètre dans les racines les plus profondes de nos entreprises. Et finalement, on fait souvent et on doit faire souvent appel à des professionnels, à d'autres personnes pour nous aider. Et je pense que cette question-là aussi méritait d'être posée. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Moi aussi, je voulais vous souhaiter une bonne année. Je voulais vous souhaiter à chacun de vivre vos rêves, parce que la vie est courte. Et puis, je voulais aussi vous rappeler que ne jamais oublier de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Voilà. Je commençais par parler d'amour, c'est bien, hein, avant de commencer à parler du digital. Mais on n'est pas là pour parler d'amour, on n'est pas là pour parler du virage digital. Alors, c'est un sujet étonnant, quoi, parce que dans ce magnifique panel qui est là, autour de moi, il y a des représentants de sociétés traditionnelles. Elisa, qui a fondé la magnifique société Nux, que nous, mesdames, adorons. Il y a Françoise, de Société Générale, qui est, pas vous, mais la société, une vieille dame de 150 ans. Voilà, il y a aussi Pierre et Vacances, qui est une société traditionnelle. Et puis, on a aussi des pure players, enfin, des acteurs du web, Olivier, Price Minister, Bateau à la fourchette, et puis au féminin.com. Donc, c'est un sujet, moi, je voudrais qu'on commence, si vous êtes d'accord, par faire une petite définition. C'est bien de s'accorder sur les définitions, non? Ça veut dire quoi, le virage digital, la transition numérique? Est-ce que c'est quelque chose, déjà, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une nécessité aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il faut faire son virage digital? Est-ce que c'est parce que les consommateurs ont tous changé? Françoise, à tout seigneur, tout honneur, notre marraine. La plus vieille, sans doute. Alors, je ne crois pas que ce soit, on peut pas. Moi, je dirais les choses un peu différemment. C'est le digital change les comportements de nos clients, de nos collaborateurs, et du coup, on n'est pas. Il est là. Hein. La vraie question, c'est comment une entreprise, une activité s'organise pour faire face à ce changement qui, de toute manière, s'impose à nous. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on décide, c'est quelque chose qui, de toute manière, on n'a pas le choix. La vraie question, c'est comment on va le faire, à quelle vitesse, et qu'est-ce que ça change dans son positionnement de la création de valeur, parce que c'est un changement extrêmement profond. Est-ce que celui-là fonctionne? Oui, c'est bon. Oui, c'est un virage, c'est un énorme virage effectivement qu'il faut aborder pour une entreprise organisée depuis des lustres dans des modes extrêmement hiérarchiques, silotés, qui s'adressent de manière un petit peu comme toutes les banques, hein, un peu comment dire institutionnelle à ses clients. Et les clients nous adressent des demandes qui sont en train de changer complètement. Mais j'ajoute que nos collaborateurs sont en train de changer considérablement. Et moi, ce que j'observe, c'est que c'est finalement la vitalité et la compréhension qu'ont l'ensemble des collaborateurs, hein, de la base, et cette énergie qui dégage, qui est en train de faire changer la banque. Et que finalement, la transformation, il faut la piloter en utilisant cette énergie des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise et qui ont très envie, en tout cas pour une partie d'entre eux, que ça change. C'est les clients et les collaborateurs qui changent. Chez Nux aussi, non, bah non, au féminin, on va passer aussi par là. Juste dire ce que... Oui. Non, je voulais juste te dire qu'il ne faut pas rêver, ce n'est pas un virage, c'est une route de montagne. Ça continue. Et donc, une fois qu'on a commencé, ça ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est devenu un acteur important de l'Internet fixe, par exemple, il faut devenir un acteur majeur du mobile. Et puis, la vidéo ne fait que commencer, et puis, etc. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas se faire d'illusions. Ça n'est pas un virage qu'on prend une fois pour toutes. C'est une route de montagne qui fait que c'est l'économie du serpent. On va muer chaque année. Et on va perdre intégralement sa peau. Il va falloir recommencer. C'est ça. Donc même pour des acteurs pure players, ça veut dire quelque chose, le virage digital. La fourchette? Alors nous, c'est drôle parce qu'on est à la fois un métier très traditionnel. Ça marche pas. Ça c'est compliqué. Est-ce que celui-là fonctionne? Allô? Alors c'est un métier très, très traditionnel parce que la plupart d'entre vous connaissent la partie web. Donc là, on est vraiment à fond dans le digital. Et notre métier, c'est donc d'aller démarcher des restaurateurs qui ne sont pas du tout dans le digital. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le premier rapport que nos partenaires restaurateurs ont avec le digital,
c'est souvent des avis clients sur Internet, et ce n'est pas vraiment ce qui leur fait plaisir. Alors, bon, il y a bien évidemment des avis positifs, mais il faut surtout attention aux avis négatifs, enfin un peu comme tout le monde. Et c'est sûr que quand on va leur voir pour leur dire, mais vous savez que vos clients sont sur le web, et il faut aussi utiliser ce canal-là pour pouvoir les inviter à venir chez vous, bon, la première réaction n'est pas toujours celle attendue, et ça reprend aussi la question que j'avais en introduction, c'était effectivement qui va les accompagner pour pouvoir prendre ce virage digital. Effectivement, on fait partie d'un des acteurs, mais il y en a d'autres. Ça leur fait peur aujourd'hui, le digital, aux restaurateurs? Mais oui, parce que pour eux, c'est un bouleversement. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent d'abord, c'est un métier qui est très difficile. Ils passent des heures et des heures dans leur cuisine. Et puis, ils maîtrisent quasiment tout. Et puis, quand on ne veut pas décrocher le téléphone, on ne décroche pas le téléphone. Mais quand il y a quelqu'un qui envoie un mail, eh bien, il faut répondre ça tout de suite. Et je me souviens au tout début, quand on leur disait, mais vous savez, les clients vont réserver par Internet, ils nous disaient, non, mais moi, je choisis mes clients. Et sous prétexte qu'il décroche son téléphone, il croit qu'il choisit ses clients. Et donc, on essaye d'expliquer effectivement qu'en réalité, aujourd'hui, il y a 40 millions d'internautes en France, il doit y avoir 2 milliards d'internautes dans le monde, et qu'on ne peut plus se passer de ce média-là. Alors, bon, nous, on est quand même dans une industrie, puisqu'on conçoit et on fabrique et on vend, commercialise des produits de beauté, des produits de soins, et en plus dans un circuit de distribution assez traditionnel, puisque c'est la pharmacie et la parapharmacie. Alors, on va l'appeler pharmacie, hein, pour faire simple. Et c'est vrai que pour autant, on est une marque jeune, hein, puisque la marque, elle a... près 20 ans, un peu plus de 20 ans. Donc on est dans un univers concurrentiel où il y a des marques très anciennes face à nous, et nous, on est quand même une marque jeune avec un créneau naturel, glamour, etc. En pharmacie, on a amené tous les codes que celles qui connaissent et celles et ceux qui connaissent la marque ont en fait tête. des campagnes télé en ce moment. Ouais, merci. Magnifique, tout à fait. d'ailleurs. Et magnifique qui spot sont télé. relayés aussi sur le digital. Donc le virage digital pour nous, il est à double casquette, c'est-à-dire c'est la communication, et ça très tôt, dès qu'on a eu les moyens de communiquer via les circuits digitaux, on l'a fait. Mais c'est aussi quand même une révolution par rapport à nos investissements traditionnels, presse, enfin on va dire presse surtout, parce que la télé c'est quand même très aussi lié au digital pour moi. Et puis le deuxième virage important pour nous dans cette industrie assez traditionnelle et dans ce circuit de distribution très traditionnel, c'est le e-commerce. Parce que bon, le gros de notre chiffre d'affaires, 98% de notre chiffre d'affaires, donc presque 100%, c'est la pharmacie. Il n'y a pas de doute, et c'est ce qu'on veut, parce que des produits cosmétiques, on doit les toucher quand même, hein, sauf quand on les connaît et qu'on veut les réacheter. Mais en même temps, il était impensable à un moment donné de ne pas pouvoir aussi avoir son site de e-commerce pour celles et ceux qui veulent pouvoir acheter par ce biais-là. Et ça a été quand même un peu une bagarre entre guillemets avec les pharmaciens. Ils l'ont senti comme une trahison, non, de fait de voir. On l'a beaucoup préparé. Ouais. On l'a beaucoup préparé à l'avance, et en fait, on avait fait une étude avant de se lancer dans le e-commerce en 2011. Et l'étude a montré très vite que, en fait, les pharmaciens pensaient déjà qu'on faisait du e-commerce, alors qu'on n'en faisait pas. Donc voilà. Donc on leur a rien enlevé, d'autant qu'ils n'ont jamais autant progressé sur les dernières années, vu les moyens moteurs qu'on met à disposition. Donc voilà, c'était vraiment un faux problème, mais pour autant, il a fallu quand même le gérer. Merci beaucoup. Et Olivier, alors pareil, qu'est-ce que ça veut dire le virage digital chez Price Minister, un acteur de toujours? Je ne dis pas un vieil acteur, hein, t'as remarqué. Ouais. On se sent moins concerné par le virage digital, puisqu'on a créé la société en 2001, donc finalement c'était le début vraiment de l'Internet en France. En revanche, ce qui est très vrai, c'est la mue du serpent qui est décrit par Marie-Laure. Et la réalité, en fait, c'est qu'effectivement, on constate aujourd'hui qu'on doit repenser le mobile, par exemple, en termes d'innovation. On doit repenser le mobile comme... nous, on a mis une stratégie en place en interne chez Rakuten qu'on appelle Mobile First. C'est-à-dire que finalement, on a vite tendance à commettre les erreurs qu'on a critiquées avec un sourire narquois en regardant, par exemple, les secteurs de la presse. Parce que quand on parle de virage digital, parfois, on pense à dérapage digital. Le dérapage digital, ça a touché, on le sait, le secteur de la presse méchamment, le secteur de la musique également. Donc il y a des secteurs entiers qui n'ont pas su saisir une opportunité et qui ont donc détruit de la valeur parce qu'ils étaient en train de traire une vache à lait depuis plusieurs années. Donc c'est très difficile quand on traite une vache à lait d'imaginer quelle va être la prochaine génisse, d'une certaine manière, pour filer la métaphore. Après, il y a des secteurs comme le secteur bancaire, effectivement, qui sont probablement moins menacés. Donc il y a moins de risques de dérapage digital. Mais en revanche, il y a quand même des pure players qui arrivent avec des nouvelles solutions. Et puis il y a des boîtes comme nous, plus récentes, une catégorie digitale par définition,
mais on a ces deux menaces quand même. La première qui ressemble un petit peu à la fourchette.com. Quand on a commencé PriceMeister en 2001, on est allé voir des libraires, donc c'est pas des restaurateurs, mais ils avaient aussi un peu peur du numérique. Et vous savez qu'aujourd'hui, ils sont aussi en train de se liguer contre Amazon. C'est une des thématiques de la semaine. Mais ça fait déjà quelques années que ça dure. Et donc de la concurrence finalement entre le web et le commerce traditionnel ou un certain nombre de secteurs traditionnels. Et nous, notre métier, dans ce cas-là, un peu comme la fourchette, c'est d'évangéliser. Les premiers libraires qu'on a été voir, qui ont ouvert des boutiques sur PriceMeister, ils n'avaient pas d'internet, ils avaient souvent pas d'email. En revanche, ils avaient un fax. Donc imaginez, on avait la rage, on s'est dit on va y arriver, etc. Et eux, ils nous envoyaient leurs ventes, ils recevaient des ventes comme ça par fax. On recevait des fax, et puis on avait un stagiaire qui devait retaper les trucs en tapant les codes barres, etc. Enfin, c'était le digital vraiment 0.0. Et aujourd'hui, effectivement, on dit mobile first, parce que si on n'anticipe pas ce genre de mutation, et d'ailleurs on a du mal à le faire, donc finalement on a déjà notre propre inertie à l'intérieur du digital, eh bien on va plutôt prendre le mobile comme une nouvelle déclinaison, avec le fameux concept de déclinaison qui induit le déclin. Et en fait on ne peut pas faire le mobile moins bien que le web, il faut qu'on le fasse mieux. Et maintenant, quand on va dans la Silicon Valley, on voit qu'il y a même mobile only, donc des boîtes qui se lancent et qui ne font que du mobile, parce que c'est la réalité de comportement d'un certain nombre de jeunes générations pour réserver son restaurant, un vol sur un avion, etc. Et ben parfois, il y a maintenant des boîtes qui ne sont que mobiles. Oui. Ah ouais. Et qui génèrent énormément de chiffre d'affaires en étant mobile only, quoi. Sur la question de la destruction de valeur, Françoise, c'est un sujet dont on avait parlé ensemble en préparant cette table ronde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'industrie de Pierre et Vacances? Alors le tourisme, c'est un secteur qui est très numérique. C'est assez curieux, et il est aussi pas du tout numérique. C'est-à-dire qu'on vend des locations, des séjours dans des appartements, dans des parcs, des activités, et en même temps, on a 95% de nos clients qui recherchent leur séjour, qui réservent leur séjour sur le web. Donc on a cette ambiguïté et ce paradoxe. Et aujourd'hui, je pense que, oui, bien sûr, on a une transformation dont on voit qu'elle s'accélère, et on a surtout une accumulation de changements qui sont faits ces dernières années. On est à la fois dans quelque chose qui s'accélère, mais quelque chose qui s'est accumulé. Et aujourd'hui, on est face à un mouvement qui va profondément changer la façon dont on va créer de la valeur. Pour le tourisme, bien sûr, on dit nos clients changent, nos collaborateurs changent. Et ça veut dire vendre différemment à nos clients, servir, apporter des offres aussi dans un modèle différent. Néanmoins, de l'autre côté, il y a aussi une offre qui émerge, concurrente, totalement différente. Et ce que Airbnb, par exemple, fait émerger, c'est des locations d'appartements de particuliers, de qualité ou pas de qualité, qui sont évidemment vendus dans des prix et une logique commerciale totalement différente, et qui sont en train, par l'ampleur, Airbnb aujourd'hui c'est plus gros en capacité, alors c'est pas tout à fait vrai, mais en termes d'appartements théoriques, c'est plus gros que la plus grosse des chaînes hôtelières dans le monde. Donc l'émergence de nouvelles offres, et qui évidemment, quand on cumule, je vends différemment, j'ai des intermédiaires différents dans la vente, et en plus j'ai une offre différente, pour une entreprise comme Pierre et Vacances Center Parcs, c'est un changement total qu'il faut gérer en se disant je suis quoi demain, et comment je crée de la valeur, et du coup quel est mon chemin par rapport à ça. Et donc, effectivement, il y aura ceux qui arriveront à se repositionner, puis il y a ceux qui en mourront. Alors, pour faire partie des autres, de ceux qui vont continuer à être les champions, il y a plusieurs sujets que je voudrais aborder avec vous pour illustrer ce virage digital. Le premier étant la culture digitale, parce qu'on est d'accord, hein, le digital, c'est avant tout un état d'esprit, une envie face au changement. Et je voulais savoir comment, par exemple, à la Société Générale, comment est-ce qu'on acquiert la culture du digital quand on n'est pas né avec? Comment est-ce qu'on la développe? Oui, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure des restaurateurs. Finalement, c'est des techniciens, c'est des hommes de l'art. Ils connaissent leur métier. Et finalement, ils ont infiniment plus investi dans leur savoir-faire que dans leurs relations et leur faire savoir. Et en fait, il s'agit de faire changer. Dans la banque, c'est pareil. Hein, on a des cerveaux, on a des gens qui comptent, on a des grands analystes.
Il y a des process qui sont super processés, etc. etc. Bon. Et l'idée, c'est comment on fait que ces gens-là relèvent la tête, finalement, y compris de leur ordinateur, hein, et se lancent et prennent le risque et acceptent le défi d'une relation qui change totalement. Et finalement, pour moi, hein, le principal pour nous qui sommes finalement un métier virtualisé déjà depuis très très longtemps. On est déjà, la circulation de l'argent, ça fait quand même assez longtemps qu'elle est très largement dématérialisée. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est une relation qui est totalement différente. Juste un chiffre pour illustrer. Le contact, la moyenne, le nombre de contacts physiques chaque année entre un client de la Société Générale et son conseiller clientèle physiquement, c'est au maximum 2. Donc au maximum, en moyenne, vous allez voir, vous allez 2 fois par an dans votre agence. Et encore, quand je dis ça, c'est déjà optimiste. Grâce à l'implémentation d'une relation digitale ou d'une relation numérique, et vous, ça fait 10 ans que vous n'y êtes pas allé, et moi non plus d'ailleurs, mais bon. Donc vous voyez, la moyenne est... Bon. Grâce à l'implémentation des nouveaux outils de communication, on peut avoir jusqu'à 2 à 3 contacts par jour entre le client et sa banque. Bon. On a 10 millions ou 11 millions de clients en France, on a plus de 33 millions de relations, de connexions, soit sur Internet, soit sur le mobile, avec une augmentation absolument hallucinante du mobile qui nous oblige à modifier nos... Comment vous faites pour faire comprendre aux conseillers ça a été long, c'est-à-dire pour pas trahir de secret, il y a encore 2 ans, on me disait mais la banque ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Puis d'ailleurs vous nous aviez dit qu'avec l'arrivée d'Internet ça serait une révolution, puis regardez ça fait 10 ans et rien n'a changé. Magnifique. Et là, soudain, tous les indicateurs se mettent à bouger. Enfin, cette multiplication de la relation et des contacts téléphoniques notamment est en train véritablement de créer un vrai cataclysme et les gens prennent conscience. Pour qu'ils prennent conscience, on a fait autre chose, c'est-à-dire qu'on a lancé dans l'entreprise un débat en mode 2.0, totalement démocratique, sur le réseau social interne. Et moi, j'ai pris le pari de me dire, il faut que l'awareness, d'une certaine façon, vienne de la base, pour que le top management réalise que vraiment il se passe quelque chose. Il y a eu une mobilisation absolument dingue sur ce débat. Hein. Pendant 1 mois, on a débattu c'est quoi la banque de demain. Comme le disait Françoise Gris, le sujet c'est qu'est-ce qu'on est demain, qui a mobilisé jusqu'à 20 000 personnes. Et soudain, les top managers se sont dit waouh, là il faut qu'on y aille. Bravo. Alors, oui. Nous, on fait 2 choses normales, enfin comme tout le monde, c'est-à-dire des plénières tout le temps, des creative morning, etc. Enfin, ça, c'est le truc. Mais en fait, on fait 2 trucs en plus de ça. On essaye tout. C'est-à-dire que toutes les nouvelles technos, on les essaye et on se lance, en se disant on n'a rien à perdre et au mieux, on a tout à gagner. Donc, tout, dès qu'il y a un nouveau truc, on lance tout. Donc ça, c'est la première approche. Et donc, quelquefois, on se retrouve sur des trucs très, très petits ou très en avance, mais ce n'est pas grave. Et la deuxième chose importante, c'est que chaque année, on décide, dans un pays et dans une technologie, de démarrer avec 0. Donc, c'est de partir de 0. Donc, par exemple, on a créé 4 chaînes YouTube, mais on se lance aux États-Unis et au Brésil et on démarre à 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seul internaute. Et donc, le fait de redémarrer comme ça nous évite toujours de croire qu'on y est arrivé. En fait, le pouvoir de démarrer de 0, il est très très fort, il est très mobilisateur pour les équipes. À nous, c'est tous les jours comme ça. Je rebondis sur ce que Françoise, enfin, avec un S, disent. D'ailleurs, ça complète aussi ce que disait Olivier. Ce qui est très intéressant, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et que l'espace a horreur du vide. Et donc, tu disais que le secteur de la musique était en pleine mutation, et celui de l'hébergement aussi, mais il n'y a jamais eu autant de personnes qui écoutent la musique, il n'y a jamais eu autant de personnes qui voyagent et qui vont soit chez l'habitant, soit chez Pierre et Vacances ou d'autres. Et finalement, on s'aperçoit que c'est exactement le thème de cette keynote, c'est-à-dire qu'il y a des virages où il y a des révolutions à gérer. Et qu'on se pose, nous, quotidiennement, c'est est-ce que je vais
Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va la faire? Et on en avait parlé, ça me permet de rebondir sur ce livre qui date de 1996 de Andy Grove, qui était le patron fondateur de Intel, et qui disait « Only the paranoid survive ». Et c'est vrai que dans nos métiers, on est constamment sur le qui-vive, dans un état de paranoïa, pour se dire mais est-ce que c'est nous, ou que se passe-t-il, et comment est-ce que je peux anticiper les prochaines révolutions? Ah non, mais nous, c'est pas top-down. On attend que les équipes nous disent attention, ça bouge. Et puis on leur dit vous êtes sûr. Et puis une fois qu'ils nous disent oui, c'est sûr, et ben là, c'est le leadership qui prend le pas, justement, qui dit oui, vous avez raison, on y va, bien sûr. Je vais essayer celui-là. Non, alors attendez, on va essayer toujours avec deux. Celui-là, ça marche. Ok. Oui, nous, c'est vrai que la marque étant jeune, le public, enfin nos salariés sont assez jeunes pour de l'industriel. Je veux dire, la moyenne d'âge, c'est 25-30 ans, on va dire, en moyenne. Il y a du plus jeune, il y a du plus âgé, évidemment. Donc le digital fait partie du quotidien. Et voilà, donc ça n'a pas été tout d'un coup la révolution. Tiens, on va appuyer et on va faire du digital. Ce n'était pas un mot qui faisait peur, etc. Alors c'est vrai que en grandissant et nos investissements en grandissant, en particulier en communication et en médias, on a embauché plus de monde sur le sujet. Puis on a créé une direction digitale à un moment pour pouvoir répondre, finalement travailler avec tous les autres services, que ce soit les services commerciaux France, mais aussi avec nos filiales, pour les aider, parce qu'elles sont plus petites, nos filiales sont plus jeunes, et les aider à construire une stratégie digitale dans les pays. Ça, c'est aussi important, parce que bon, là, il y a la France, mais il y a aussi comment avoir une image. Nous, on est dans une politique d'image de marque et de construction de marque à l'international. C'est l'étape pour nous cruciale. Donc, on ne peut pas laisser tous nos distributeurs et nos filiales faire leur digital de leur côté. Donc, c'était aussi ça, en interne au siège, la création de cette direction digitale, de pouvoir amener des réponses et être finalement une agence aussi au service de nos pays. Moi, ce que je retiens sur ce sujet-là, de la culture, avant de passer à l'autre, pardon, c'est ça, c'est la culture du test. J'aime bien cette idée, repartir de zéro, désapprendre ce qu'on a appris, se remettre en cause. Et puis finalement, c'est les équipes, c'est du bottom-up, c'est plus au manager de... Oui, c'est ça, c'est compliqué pour les business traditionnels. Mais voilà, donc ça, c'est la culture, et ça c'est un élément fondamental, je crois, de ce virage digital. Mais ça m'amène à un autre sujet, c'est celui de l'organisation. On en parlait là à l'instant avec Elisa. Comment est-ce que l'organisation, surtout, alors ça sera peut-être plus pour vous, mesdames, des business plus traditionnels, qu'est-ce qui a changé avec le digital? Est-ce que vous avez une entité e-commerce digital, ou est-ce que ça infuse dans tous les départements? Françoise, comment ça se passe chez Pierre et Vacances? Alors oui, bien sûr, il y a des personnes qui sont en charge en particulier de la stratégie digitale. Mais je reviens à notre sujet, à nous, du digital, c'est quand même la transformation de la totalité de la maison, de la façon dont on vend, de la façon dont on parle, mais de la façon dont on produit notre service. Donc c'est jamais qu'une transformation comme d'autres, et moi j'en ai fait pas mal dans ma vie. Par contre, ce qu'elle a de particulier, donc il y a des choses, il y a des projets, des initiatives et ça s'organise parce que ça touche la totalité de la maison. Ce qui est particulier dans une transformation digitale, c'est deux choses. C'est la vitesse. C'est le côté, je ne peux pas commencer aujourd'hui et puis me dire que j'arrive dans 6 mois parce que c'est plus comme ça que ça fonctionne, parce que il faut s'adapter, oui, on a un objectif, mais la route n'est pas, doit être très agile. Que les retours sur investissement doivent être immédiats ou alors ils ne se matérialisent pas. Donc la particularité d'une transformation d'une entreprise traditionnelle dans tous ses aspects, elle s'organise avec des initiatives, etc. Mais l'enjeu majeur, c'est comment je vais vite, comment je suis agile et comment je fais effectivement participer tous les collaborateurs à cette transformation, parce que le prérequis, c'est de mettre le client au centre et de se dire où est-ce que le client va aller, et qu'est-ce que je vais lui proposer. Comment vous faites pour aller vite, du coup? C'est Rodolphe qui fait... Alors Rodolphe aide beaucoup, mais il n'est pas tout seul. Et c'est là où le digital est aussi
un outil, parce que le digital, c'est, et ce qu'on fait aujourd'hui en témoignant, c'est aussi un moyen de raccourcir les liens dans l'entreprise et de rapprocher la communication. Donc il faut aller vite, mais on a un outil qui aussi permet de faire que dans une organisation comme Pierre et Vacances Center Parks, où on a 300 sites, dans des lieux plus ou moins paumés, hein, donc je ne peux pas y aller tous les jours, même si j'essaie d'être sur le terrain, j'ai des collaborateurs qui me parlent directement au travers de Twitter. Donc c'est aussi un outil pour mobiliser l'entreprise, pour leur montrer ce que dit le client, parce que sur Twitter, on voit ce que dit le client. On est confronté à des crises ou à quelques compliments aussi tous les jours, et c'est une façon de montrer la voie, et c'est un accélérateur interne. Il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas les mêmes gens, en fait, quand même. C'est ça qui est un peu... il faut le dire. C'est-à-dire que c'est très difficile de transformer. Il vaut mieux souvent remplacer, pour être un peu direct. Non, parce que sinon, on fait croire que tout le monde peut être transformé. Moi, j'aime beaucoup la question que pose le patron de Zappos, c'est sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous êtes bizarre ? C'est quand ils recrutent, ils posent ça comme question. Et ben oui, il faut des gens extrêmement bizarres. Il faut une nouvelle catégorie de gens. Et ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à le dire. C'est vrai que dans le cas de Société Générale, j'imagine que la recommandation de Marie-Laure, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut quelques bizarres. Bon, mais pour l'instant, il y a quelques bizarres dans un océan de gens à qui on a dit qu'il fallait surtout pas qu'ils soient bizarres. Donc c'est un peu ça qu'il faut faire changer. Mais moi, mon ressenti, ça fait un certain nombre d'années que je manage des gens et en grand nombre, c'est que quand vous laissez la liberté, quand vous autorisez les gens à être bizarres, mais ils le sont immédiatement. Et nous, notre enjeu, on a 160 000 collaborateurs dans le monde, c'est évidemment pas de les changer, parce que par ailleurs, ils ont une compétence, ils ont une connaissance, ils ont un affectio societatis qui est absolument remarquable. Et donc, ces gens-là, c'est simplement leur dire, attention finalement, ce sur quoi on va vous évaluer aujourd'hui, puisqu'on est dans des cultures d'évaluation, etc., c'est finalement plus votre capacité à inventer, à penser différemment qu'à reproduire. Bon, mais ça ne change pas en 2 jours. Juste une chose sur laquelle je voulais rebondir, sur ce que vous avez dit, il y a évidemment l'accélération, hein, comparativement à une transformation, on dira classique, qu'on a vécue auparavant. Il y a évidemment il y a cette histoire d'accélération, il y a cette histoire de talent qu'il faut aller dénicher pour penser de côté. Et puis j'ajoute un truc, c'est l'inconnu. Et ça c'est quand même très très différent de tout ce qu'on a pu faire avant. C'est-à-dire que nous, je sais que nous partons, moi je suis responsable notamment de l'ensemble des systèmes d'information du groupe. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des tas de trucs, en tout cas moi ce que je sais, c'est qu'il y a des tas de trucs qu'aujourd'hui je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a réfléchi notamment à la mutation colossale des systèmes d'information qui sont le cœur de la banque. Hein. Une banque, c'est d'énormes systèmes d'information et puis quelques cerveaux au-dessus qui font la relation avec le client. Bon. On voit aujourd'hui, bien entendu, on entrevoit la façon dont il faut qu'on fasse évoluer tout ça, mais on sait qu'il y a des tas de trucs qu'on ne sait pas. Ça, vous le dites à vos salariés ? Alors, vivre avec l'incertitude, ça, je pense que c'est vraiment la qualité du leader aujourd'hui, c'est réussir à donner confiance, à donner envie, vraiment à faire vivre ce défi de l'inconnu comme quelque chose qui est un moteur plutôt que quelque chose qui vous paralyse. Olivier, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je suis désolé, je vais vous paraître un peu agressif, mais en fait, en réalité, moi je trouve qu'un avantage du digital, et c'est ce qu'on a fait avec Price Minister, et comme quand je vous écoute, je me dis comment on pourrait faire pour pas devenir un trop gros machin. En fait, ce que je trouve, moi, c'est que je co-préside aussi une association qui s'appelle France Digital, qui est l'association des startups, et en fait, on constate quand même, malgré tout, que une valeur très très forte du digital, ça a été une forme de désintermédiation. Évidemment, le digital crée un nouvel intermédiaire digital, par définition, mais une désintermédiation qui permet de réduire les prix, la valeur, etc. Et la banque, c'est pas de votre faute, hein, mais la banque, on a tous une mauvaise image quand même de la banque, et moi je trouve que ma banque m'a arnaqué beaucoup trop longtemps, quoi. Et en fait, on sait que la fidélisation de la banque est liée vraiment sur un problème de liquidité du marché, comme ça a été le cas pour les opérateurs téléphonie mobile, etc. Et donc finalement, la vache à lait que je décrivais tout à l'heure sur la musique, c'est le problème des majors, également, dont on sait, hein, donc qu'ils se sont gavés en prenant des frais hallucinants, des taux de marge complètement hallucinants, alors que les gens ont envie d'écouter de la musique. Bon, voilà. Et donc,
pour moi, ça, c'était pas une valeur, je dirais, vertueuse, d'accord. Et donc, moi, il se trouve que j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Prêt d'Union, qui est l'anti-banque en quelque sorte, hein, parce que c'est la possibilité de faire du crédit entre particuliers, donc avec des taux beaucoup plus bas, des frais de structure beaucoup plus bas, et malgré tout, quand même, hein, des process rigoureux, un agrément AMF, un agrément également auprès de la Banque de France, etc. Et donc, je suis en train de me poser la question, finalement, parce qu'on a vu un peu la catastrophe autour, par exemple, des Trois Suisses, de la Redoute, donc des sortes de pans entiers de l'économie. J'ai parlé de la presse, j'ai parlé de la musique, mais il ne faut pas oublier la VPC, qui pourtant avait tout sous la main, d'accord ? Parce qu'ils avaient un savoir-faire en matière de gestion de base de données, de relations clients, qui sont des choses qu'on fait dans le digital. Ils savaient gérer des catalogues, des flux produits, etc. Enfin, un certain nombre de choses qui sont de la logistique, qui est encore un sujet évidemment qui existe après le digital et qui existera a priori toujours, sauf quand on lancera la téléportation. Ça, c'est ma breaking news de tout à l'heure. Et en dehors de ça, pourtant, ils l'ont pas vu venir. C'est ce que je dis que cette question de la vache à lait, en fait, c'est un danger très très important. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, j'ai regardé un petit peu les courbes, en fait, quand vous regardez la courbe, la valeur descend un petit peu comme ça. C'est pareil, hein, que vous éditiez par exemple les pages jaunes, par exemple. Il n'y a pas si longtemps encore, on avait encore devant notre porte un truc avec des pages jaunes comme ça, énormes, d'accord. Donc les catalogues Redoute ou le CD, ou etc., tout ça c'est pareil, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les actionnaires voient la courbe descendre un petit peu, mais c'est très compliqué de prendre le risque. Et donc, il y a une notion que je voudrais essayer de faire passer, qui est qu'en fait, dans le digital, ce qui revient un petit peu au bizarre, en fait, c'est la capacité à prendre des risques, pas seulement des salariés, parce qu'il faut savoir écouter les risques des salariés, mais également des actionnaires. Donc, quand on a des boîtes dont le fondateur est encore majoritaire et qui sont des boîtes de milliardaires, mais que le gars est encore là, c'est le cas d'Hiroshi Mikitani dans Rakuten, ça a été le cas de Steve Jobs, Larry Page ou Jeff Bezos, c'est un très bon exemple. Là, la notion de risque est encore possible. Mais c'est drôle ce que vous dites, parce que depuis tout à l'heure, on entend, pour réussir son virage digital, il faut prendre des risques, il faut innover, il faut donner du pouvoir aux gens. On est en train de parler d'esprit d'entrepreneur, là. Oui, mais justement, c'est pour ça que je disais que moi, je n'aimais pas les gros machins, parce qu'en fait, les gros machins, les grosses boîtes ont beaucoup de mal. En fait, c'est une évidence. On dit tellement presque une sorte d'énorme banalité que je ne voulais pas la dire, mais si vous voulez, en fait, on doit réfléchir à comment on favorise l'entrepreneuriat, notamment, les spin-offs, etc. Le fait que le corporate venture, le fait que les grands groupes investissent dans des petits groupes, parce que souvent, les grands groupes n'ont pas la capacité à investir eux-mêmes, donc il faut peut-être créer des véhicules intermédiaires dans lesquels les grands groupes mettront de l'argent pour aller s'acheter la compétence d'innovation et de risque à côté. Et est-ce qu'on connaît des grandes boîtes qui ont réussi vraiment leur virage digital, finalement, en fait ? D'accord ? Parce que la Redoute et les Trois Suisses, ils ne l'ont pas réussi. La Poste, elle est énormément menacée, elle avance très lentement, et nous, on est un grand partenaire de la Poste. Je ne vais pas parler à leur place, mais il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur la Poste qui sont effroyables. Alors, en revanche, elle rachète des boîtes, mais elle est dans un métier où, de toute façon, la logistique va continuer jusqu'à la téléportation. Donc, du coup, dans les autres secteurs qui sont numérisables, réellement numérisables, dont la prestation est numérisable, est-ce qu'il y a des sociétés qui ont vraiment réussi leur mutation ? Non, mais je crois que après c'est un débat qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Le small is beautiful, on en parlait dans les années 80. Alors, vous n'étiez pas nés, mais moi j'y étais. Et donc on en parlait déjà. Le problème, c'est qu'il y a aussi une notion dans l'économie qui est les effets d'échelle. Hein. Et donc oui, c'est un compliment. Hein. Non, mais je n'étais pas né dans les années 80. Et donc l'effet d'échelle, ça existe aussi. Et on ne peut pas se dire que tous les grandes entreprises qui contribuent à l'économie sont toutes amenées à disparaître parce qu'elles ont joué sur l'effet d'échelle. La vraie difficulté, c'est effectivement prendre des risques, mais avoir les moyens de prendre des risques. Quand vous êtes dans un domaine qui est en train de se transformer, par définition, vous avez très probablement des marges qui ont commencé à souffrir sérieusement. Non, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est-à-dire que je pense que les grandes boîtes qui ne voient pas arriver le dérapage digital, au moment où elles pourraient le voir, elles ont énormément de moyens. C'est des boîtes hyper rentables. Je peux vous citer plein d'exemples, mais ça serait désagréable pour elles. Mais il y en a plein qui sont fait attaquer sur les petites annonces gratuites, par exemple, ou à part les petites annonces gratuites, ou des boîtes qui se sont fait attaquer, encore une fois, dans la presse, etc. Le moment où le virage digital est arrivé, peut-être que leur marge était en train de baisser, c'est ce que je vous dis, mais ce qui se passe, j'ai refait la courbe sur plusieurs des secteurs, mais je vous la dessine, ça fait comme ça, et puis à un moment donné, ça fait comme ça. Bien sûr. C'est l'effet falaise. Et en fait, ils ont l'argent à ce moment-là. Je ne dis pas que je saurais prendre ce risque-là.
Je dis que c'est hyper impossible à anticiper, et je me demande si en fait l'innovation fatalement ne peut pas venir que des petits trucs. On va finir sur le sujet de l'innovation. Alisa. Oui, non, je voudrais juste dire, parce que là vous parlez beaucoup d'activités de service quand même, mais voilà, quand on est dans le produit comme nous dans les cosmétiques, il y a quand même aussi là un besoin d'innovation. Il y a quand même des très gros groupes. Bon, nous on a évidemment pris le virage digital, on est une entreprise de taille intermédiaire, donc on n'est pas un géant et on est face à des géants. Mais les géants bougent quand même beaucoup, hein. Donc je trouve qu'il y a quand même, et là on l'est dans le produit. Alors, donc les géants bougent, donc ça c'est intéressant parce que voilà, hein, je ne vais pas les nommer, je ne vais pas citer mes concurrents, même si ce sont des géants, mais ils ont beaucoup d'actions et d'investissements dans des nouvelles aventures qui sont hyper intéressantes dans notre domaine et qui sont, franchement, même nous, à notre petit niveau, ça nous bouleverse parce qu'on se dit, voilà, pour ne pas les citer, L'Oréal, qui arrive à faire cette marque de make-up là, aux États-Unis qui s'appelle M, qui est quand même incroyable. Alors après, je ne sais pas si c'est rentable, je ne sais pas combien ils font de chiffre d'affaires, peu importe, mais la mécanique de la création de cette marque de maquillage est incroyable et qui est partie d'une blogueuse. Donc ils sont capables, et c'est un géant mondial, ils sont capables de mettre ça. Après, la vraie question pour nous, dans nos métiers, va être, est-ce qu'un jour, on arrivera à dématérialiser ? Pourquoi pas ? On n'en sait rien. Est-ce qu'on arrivera à dématérialiser un produit de beauté ? Qui sait ? Allons savoir. Donc nous, c'est des choses auxquelles on pense. On se dit, mais tiens, est-ce qu'on ne devrait pas ? Mais oui, est-ce que ça se trouve, demain, on sera complètement caduque avec nos crèmes de beauté, nos huiles prodigieuses et nos parfums. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Moi, je me pose déjà ce genre de questions. C'est bien, c'est cette bizarrerie qu'il faut entretenir, en fait. Hein, c'est ce que disait Marie-Laure. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Olivier, sur ce qui a été dit. C'est que le point le plus important, c'est que finalement, les grands groupes ont quand même la capacité à pouvoir financer des petits spin-offs, des toutes petites boîtes. Et nous, on l'a vu quand on a voulu lancer la fourchette, j'étais allé voir les grands acteurs du marché français, et c'est ce qu'on appelle du private equity, et c'est tellement compliqué à appréhender, tellement difficile qu'ils ne nous ont pas financés. Et bon, ça nous a aidés, mais ça aurait été génial si effectivement des grands groupes avaient pu nous aider. Mais il y a une responsabilité des grands groupes dans la réussite du virage digital. Et c'est quelque chose que vous observez sûrement aux États-Unis. Beaucoup de grandes entreprises investissent dans des startups, portent des incubateurs. C'est probablement le rôle de banques, de grandes sociétés, de financer. Mais en fait, tous les groupes, parce que quand on est petit comme nous, et encore assez start-up, My Little Paris, c'est un moyen aussi d'étendre pour nous notre business model, de se refaire challenger, etc. Donc les acquisitions, et Olivier le disait tout à l'heure, c'est un excellent moyen de rechallenger complètement des acteurs. Bon, alors il y a un dernier sujet, parce que le temps file, il nous reste peu de temps. Je voulais terminer sur un sujet qui est l'innovation. Comment est-ce qu'on soit une grande entreprise, une petite, une traditionnelle, une boîte du web, comment est-ce qu'on garde cette envie, cette innovation permanente? Comment est-ce qu'on assure la mue du serpent? Est-ce que c'est justement en travaillant avec des plus petites boîtes? Je voudrais vous demander, pour finir, à chacun de vous, comment dans vos entreprises respectives vous faites grandir l'esprit d'innovation et nous donner peut-être un exemple d'innovation récente que vous avez pour qu'on finisse sur cette note positive. Merci. Moi, je rebondis sur ce que disait Olivier. D'abord, moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire le risque du gros et de la vache à lait qui ne voit pas arriver, qu'il se passe quelque chose dehors, c'est évidemment ce qui guette toutes les grosses boîtes. Et donc, l'enjeu, c'est de maintenir cet esprit d'innovation. Pour moi, il y a une façon, la meilleure façon de le faire, c'est de rester ouvert. Donc, on parle beaucoup d'open innovation aujourd'hui. Et c'est de garder le lien au maximum avec les acteurs de l'innovation, certes, les incubateurs, etc. Et nous, on a un certain nombre de partenariats là-dessus, à la fois en France et à l'étranger. Et c'est de garder le contact avec les PME ou les petites entreprises. Là, si Fleur Pellerin, si Fleur Pellerin avait été là, elle vous aurait parlé d'un truc qui s'appelle le Pacte PME, dans lequel nous sommes un des fondateurs et qui tente justement d'améliorer les relations entre grands groupes et petites entreprises, qui favorise le co-investissement, qui favorise l'utilisation des innovations. Donc nous, on héberge un certain nombre d'événements qui permettent de partager sur les innovations. Voilà. Et puis à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'on essaye, c'est d'animer un réseau. Et là aussi, quand vous parlez de réseau, qui pour moi est le mode d'organisation en 2.0, celui vers lequel les grands groupes doivent aussi évoluer, c'est pas simple, parce que là aussi, on heurte des organisations extrêmement hiérarchiques et extrêmement verticales. Et donc, l'idée, c'est de se doter à l'intérieur de l'entreprise des plateformes collaboratives, des outils collaboratifs qui permettent de maintenir cette énergie dont je parlais au début pour faire advenir l'idée.
La génération de l'idée. Une innovation dont je suis fière, mais écoutez, on teste, on a un petit lab de l'innovation, on est en train de tester de l'analyse prédictive. Alors, ça n'a rien d'innovant, hein, il y a déjà des solutions sur le marché, mais on est en train de tester chez nous de l'analyse de données. En gros, tout ce qui tourne autour du big data va être probablement pour les banques, qui sont des industries de données, la façon de créer de la valeur différemment, dans un monde qui va nous obliger, là aussi je suis d'accord avec Olivier, à revoir nos business models profondément, parce qu'on ne fera plus de l'argent là où on en faisait avant. C'est le digital qui nous fait changer. C'est sûr. Merci. Françoise. Alors pour nous, l'enjeu, c'est de revenir à l'innovation. Le groupe Pierre et Vacances Interpark, c'est un groupe qui a beaucoup innové au départ, et puis qui s'est assoupi ou qui a. Et aujourd'hui, il faut donner à l'organisation l'envie et j'allais dire l'autorisation d'innover et de penser out of the box et de dire. C'est peut-être pas dans le process, mais c'est possible de faire quelque chose à côté, différent. Donc, premier sujet, c'est vraiment autoriser le différent, le bizarre, enfin, je ne sais pas quels sont les mots, à l'intérieur d'une organisation qui a oublié d'être bizarre depuis un certain temps. Et puis, après, il y a des projets qui peuvent être en eux-mêmes un espèce de modèle de ce qui va être l'innovation dans le groupe. Et nous, on a un projet qui s'appelle Planète Pierre et Vacances, qui est une nouvelle marque, qui est une offre numérique, qui est une offre de fidélisation de nos clients et qui a la capacité d'abord d'embarquer tous les collaborateurs et puis de petit à petit s'enrichir de nouveaux services. C'est une application mobile que l'on va lancer dans l'année et qui va être un peu emblématique de toutes les innovations que l'on veut faire et dont j'espère qu'elle sera la locomotive de l'innovation du groupe dans les prochaines années. Nous, en fait, le meilleur moyen d'innover pour nous, c'est encore de rencontrer nos internautes. Parce que finalement, c'est de eux que tout vient. Enfin, tout ce qui d'ailleurs est extraordinairement positif sur Nux, puisque c'est la marque préférée sur les forums d'eau féminin des femmes, c'est venu des forums. Donc c'est là qu'en fait on voit, et donc c'est un terrain de recherche incroyable. Après, le processus, c'est pour moi toujours le même, c'est work hard et have fun, qui vont ensemble. Parce que sinon, voilà, ça marche pas. Et nous, l'innovation la plus importante, c'est que maintenant, en décembre, le nombre de pages vues sur Marmiton mobile, c'est la même que sur le web. Donc, c'est en fait un gain incroyable d'audience qui n'est pas monétisé aujourd'hui. Donc, c'est extraordinaire tout ce qu'on va pouvoir faire, produire en termes de contenu, fabriquer en termes comme service. Donc, c'est un immense chantier pour nous cette année. Alors nous, on rencontre régulièrement aussi nos internautes, parce qu'on a deux clients. Donc on a le client internaute, celui qui consomme dans les restaurants, et on a aussi le restaurateur. Alors on vient de sortir, on est très fiers, on vient de sortir ça va vous paraître un peu désuet, mais on vient de sortir une application mobile B2B qui donne la possibilité au restaurateur de pouvoir gérer tout le temps sur son smartphone toutes les réservations qui viennent du web et donc qui lui sont adressées par la fourchette. Alors on avait déjà un logiciel en desktop, et à un moment on s'est dit mais finalement ils sont quand même pas toujours devant leur desktop, et sachant que entre 2007 quand on a commencé et maintenant il y a eu quand même une explosion du smartphone, on vient de sortir, je crois qu'on doit être les premiers à avoir sorti une application mobile dédiée uniquement pour les restaurateurs pour les aider à gérer leurs réservations. Tu peux pas? Bon, alors nous, l'innovation, c'est avant tout l'innovation produit. Donc, c'est effectivement, on n'est pas dans le monde digital à ce niveau-là parce que ça reste de la recherche fondamentale, de la recherche d'actifs performants, des brevets. Donc là, bon, voilà, on est dans des process un peu plus lents. En ce qui concerne le digital, néanmoins, on a beaucoup de leviers et de chantiers importants pour nous améliorer et puis pour innover. C'est la dématérialisation de notre système de fidélisation, parce que c'est encore traité à l'ancienne, on envoie un cadeau, donc on utilise, ça nous coûte très cher tout ça. Donc là, on est en train de travailler dur avec nos équipes pour voir comment finalement dématérialiser ces systèmes de fidélisation qui sont capitaux quand même pour nous. Et le deuxième chantier important, c'est comment aider le point de vente à se digitaliser. Alors, on ne peut pas le faire tout seul.
parce que c'est pas notre vocation, nous, de le faire pour que, toutes les marques rentrent dedans. On peut pas nous le faire investir, mettre des iPad Nux dans toutes les pharmacies, ça serait beaucoup trop coûteux et pas assez focusé. En revanche, c'est vrai qu'il y a un énorme levier là pour des acteurs qui investiraient dans la digitalisation des points de vente, parce que c'est énorme. Il y a un énorme... le magasin, loin de là. Nous, on en a besoin. Puis la pharmacie, parce qu'on rentre tous dans une pharmacie quand même, acheter son médicament ou tout. Enfin, on adore les pharmacies, nous, en France et en Europe en général. Donc, il y a un vrai business à aller chercher là pour le bénéfice du pharmacien et pour le bénéfice des marques. Oui, mais justement, en fait, je pensais que tu allais annoncer, en fait, parce que Nux a lancé effectivement un nouveau produit qui vous réduit, qui vous fait rajeunir de exactement 20 ans. Et donc, en fait, on l'a testé, on voulait tester devant vous. C'était le lancement, c'était l'innovation. Et sinon, moi, mon pari actuel, en fait, à la fois en tant que petit actionnaire, business angel et aussi cofondateur de PriceMeister, c'est réellement la sharing economy. Je pense qu'on est encore loin d'avoir fait tout ce qui était possible en termes d'innovation de sharing economy. Je parlais du peer-to-peer lending, donc le prêt entre particuliers comme prêt d'union. On a cité Airbnb, il y a le covoiturage avec Blablacar, etc. Alors nous, PriceMeister, on fait de l'achat-vente, donc déjà c'est une notion de sharing economy, donc des particuliers qui s'achètent et qui achètent des produits à des vendeurs particuliers ou professionnels. Et là, on a lancé un truc de ouf qui est un chat communautaire en réalité. Donc ça veut dire que ça permet, vous allez sur PriceMeister et le service client est opéré par la communauté elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une petite fenêtre de chat qui s'ouvre, mais ce n'est pas un opérateur du back-office, c'est un autre client PriceMeister qui a été sélectionné. Donc c'est un système qu'on appelle, pour employer un barbarisme, un curatif, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui vont sélectionner des volontaires parmi nos membres qui répondent aux questions, donc en quelque sorte les advanced répondent aux beginners d'une certaine manière, et ils les notent derrière, donc la communauté s'enrichit, et ils peuvent répondre à des questions. Donc d'une part, ça coûte beaucoup moins cher que des plateformes, enfin, je dirais offshore ou inshore, ou des opérateurs back-office qui ne peuvent pas répondre à toutes les questions, d'accord, parce qu'on a plus de 50 000 commandes par jour, il y a plus de 3 000 questions par jour qui arrivent, et là, en fait, aujourd'hui, la communauté se répond sur des questions qui concernent la plateforme Internet en tant que telle. Donc, ça s'appelle HowTank. À vous remercier. Merci pour vos témoignages. Moi, ce que je retiendrai de tout ce que vous nous avez partagé, c'est l'énergie, je crois, hein, l'envie de réussir le virage digital. Un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui s'est dit, c'est empowerment. Hein, c'est comment est-ce qu'on donne l'autorisation d'être bizarre, d'être créatif, pour donner envie de créer d'autres sources de création de valeur, et puis pour se rapprocher des clients, pour mieux les satisfaire. Parce que c'est ça l'enjeu finalement, c'est faire plaisir à nos clients. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.